C'est Igloo sur topmusic.fr, Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Le Mac de l'habitat, mais pas que. On parle de tout ce qui concerne l'habitat et on va même parler aujourd'hui de la crise énergétique et de ses conséquences et des enjeux pour le logement avec Ménéa Achili. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur commercial entreprise chez GRDF, Gaz Réseau Distribution France. GRDF. Cédric a plein de questions à vous poser. Je vous écoute. Oui, c'est un gros sujet d'actualité. On l'a traité déjà dans Igloo, mais avec trois regards différents sur le thème de cette crise énergétique. On a vu le regard du banquier, le regard de l'industriel. Là, je trouvais intéressant qu'on ait le regard de l'énergéticien par rapport à cette crise. Et si vous voulez bien, Monsieur Achili, commencez par nous dresser un tableau des enjeux liés à cette crise énergétique, en quelques mots. Alors, tout d'abord, je pense que le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité d'approvisionnement et d'indépendance énergétique en fait du pays. C'est le thème en fait sur lequel on voyait très peu par le passé. On voyait plutôt l'énergie autour des enjeux écologiques, la décarbonation, ou bien de l'accès à l'énergie pour tous, donc de l'équité. Là, cette crise a fait émerger en fait cette question au grand jour. Après, on a des impacts et des enjeux plutôt autour des impacts économiques, notamment autour du renchérissement notamment de l'énergie et du coût des coûts de production. Et enfin, renchérissement effectivement des coûts aux particuliers et aux entreprises qui achètent directement l'énergie et le gaz en particulier pour se chauffer ou bien pour fabriquer leur production. Alors c'est vrai qu'après l'été, on a entendu des chiffres qui faisaient froid dans le dos, multiplication par 100 ou 1000 même de la facture énergétique. Donc tout le monde a commencé à trembler. Et puis l'État a décidé de mettre en place ce fameux bouclier. Oui. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, on a compris qu'il était limité à un certain pourcentage. Vous pouvez nous en dire plus pour expliquer ce que c'est que ce bouclier énergétique? Alors déjà, la définition du bouclier tarifaire, c'est vraiment pour protéger le consommateur face effectivement à cette explosion de prix sans jeu de mots. Alors ça concerne les particuliers, mais aussi les entreprises, avec des dispositifs qui leur sont dédiés. Pour le particulier, effectivement, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est le bouclier tarifaire. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont les chiffres du gouvernement, parce qu'en fait, on a du mal à avoir un chiffre précis, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs en France et beaucoup d'offres également chez ces mêmes fournisseurs. Donc les chiffres du gouvernement tablent sur un x2 du coût de l'énergie pour les particuliers, voilà, sur 2022-2023. Et le bouclier tarifaire vient en fait prendre en charge entre 85% et 95% de cette hausse par les pouvoirs publics. Donc voilà, donc il joue bien son rôle, ce bouclier tarifaire, qui est celui vraiment d'amortir cette hausse de l'énergie, d'ailleurs que ce soit pour l'électricité ou le gaz. D'ailleurs, quand vous dites x2, est-ce que c'est pour l'auditeur, c'est de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il prend sa facture de gaz ou d'électricité et il multiplie tout simplement par 2? Alors, attention, il y a l'abonnement dedans. Voilà, c'est ça, c'est plutôt sur le prix du kilowattheure, effectivement. Moi, ce que j'invite les gens à faire, vos auditeurs, c'est vraiment de se rapprocher de son fournisseur et de les interroger sur déjà le type d'offre. Et puis, quel impact a ce bouclier tarifaire sur leur prix final? Parce qu'il est difficile de donner, comme je vous l'ai dit, des prix moyennés, des prix généraux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est limité à 15%. Voilà. J'ai plus en tête, est-ce qu'on a une date butoir à partir de laquelle c'est déjà valide jusqu'à telle date et après on verra? Alors, les pouvoirs publics parlent de 2023. Je pense que des précisions vont être apportées. 2023, c'est fin d'année 2023. Voilà, c'est fin d'année 2023. Voilà, donc on peut se dire que pour une année, les gens auront une hausse qui est modérée. Modérée. Mais qu'il faut quand même prendre en considération, parce que 15%, c'est toujours 15%, et pour certains, effectivement, ça peut peser dans la balance du pouvoir d'achat de manière assez importante. Effectivement, et encore une fois, j'insiste, appelez votre fournisseur, voyez l'offre que vous avez souscrite, et puis faites une petite analyse, posez les questions qu'il faut sur les impacts de ce bouclier tarifaire par rapport à l'offre que vous avez souscrite. Quand on parle d'énergie, là on parle d'électricité et gaz, est-ce qu'il y a d'autres types d'énergie qui ont effectivement explosé au niveau des prix? En fait, toutes les énergies ont explosé. Ça ne concerne pas que le gaz et l'électricité. On parle notamment du bois, on parle notamment du fioul, on parle notamment du propane. Donc, tout le monde est concerné, en fait. Oui, puis il y a eu un peu cette polémique sur le pellet, ceux qui avaient mis Oui. des poêles à pellet en disant c'est plutôt économique.
Et puis le pellet a pris, je crois, x5 ou x6 Exactement. au niveau des prix quand il n'y avait pas de rupture de stock. Donc ça a été assez embêtant pour ceux qui ont construit des logements, souvent en maison individuelle, d'une taille relativement réduite, entre guillemets. Faut pas que l'auditeur prenne ça de manière condescendante quand je parle de réduit, mais qui permettait juste de chauffer la maison avec un pellet. Là, imaginez l'angoisse quand tout d'un coup on vous dit il n'y a plus de stock de pellet, quoi. Donc, et quand il est en plus multiplié par 5, vous avez vraiment l'impression d'être pris en otage. Là, vous êtes le représentant de GRDF, donc j'aurais aimé faire aussi un focus sur la partie gaz qui vous concerne. Et donc, si on faisait ce focus sur le gaz, on a entendu parler de cette crise ukrainienne. Est-ce que c'est la seule finalement responsable de cette hausse? Eh ben Ou est-ce non. qu'elle n'a pas vraiment bon dos, la crise ukrainienne? Et oui, non, c'est pas la seule raison, hein. Vous savez, en fait, il y a plusieurs raisons. C'est un peu comme les séries sur Netflix, donc il y a plusieurs saisons. Alors, sans remonter jusqu'à l'histoire des dinosaures, je vais essayer de vous la faire en 3 saisons. Première saison, Covid, souvenez-vous, 2020-2021, la France est à l'arrêt, l'Europe est à l'arrêt, le monde est à l'arrêt. Et donc, on a eu en fait une baisse considérable de la demande d'énergie, notamment de gaz en particulier, et les prix se sont littéralement effondrés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu quelques heures sur une journée aux États-Unis où on a eu le prix du pétrole en fait qui était négatif, c'est qu'on vous payait pour acheter du pétrole. Donc ça c'est la première saison. Deuxième saison, en fait, on a eu plutôt automne 2021, donc septembre-octobre de l'année dernière. Là, on voyait la lumière au bout du tunnel sur la crise sanitaire. Pareil, la France redémarre, l'Europe redémarre, le monde redémarre. Et là, on a eu redécollage en fait, de la demande en énergie et les prix ont commencé à s'envoler. Donc, on est toujours dans la saison 2, si vous me suivez bien. Épisode 1. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail. Épisode 2, vous avez cette fameuse crise ukrainienne. Donc, premier épisode qui a en fait accéléré la hausse des prix. Et surtout, l'épisode 2, ça a été en fait quand on a commencé à voir le robinet russe se fermer petit à petit. Et vraiment, le point culminant a été l'explosion du gazoduc Nord Stream qui a fait littéralement exploser, et pardon pour le jeu de mots, les prix. Donc ça c'était, si ma mémoire ne me fait pas défaut, cet été, été 2022. Fin de la saison 2 et saison 3, donc on y est, c'est septembre-octobre 2022. Là, on a rempli les stocks et les médias en ont beaucoup parlé. Je ne sais pas, vous avez suivi. On était parti de 60, 70, 80, 90, 100%. Et on l'a fait par rapport aux années précédentes de manière assez rapide. Pour la simple et bonne raison, si vous voulez, deux effets conjoncturels qui étaient là. C'est faible demande en Asie de gaz, parce que la Chine, en fait, a une politique zéro Covid et du coup, arrêt de l'économie, arrêt de la demande d'énergie. Et tous les méthaniers se sont routés vers l'Europe. Et deuxième effet conjoncturel qu'il faut souligner, c'est un automne relativement doux. Et ce qui permet de moins tirer sur les stocks et puis du coup de moins consommer. Et les prix, par conséquent, j'en arrête là, les prix par conséquent ont commencé à baisser à partir de septembre-octobre. Alors, Igloo, c'est le Mac de l'habitat. Maintenant, quand on voit cette crise énergétique, quelles sont les conséquences pour le logement? Est-ce qu'il y a des conséquences directes? Alors, la première conséquence qu'on ne voit pas forcément tout de suite, c'est effectivement l'impact des coûts de l'énergie sur les coûts de production des matières premières. Donc ça, c'est le premier impact que je vois. Le deuxième impact, il est sur du coup, l'inflation que subissent un certain nombre de matériaux. Au plus haut de la crise, on avait entendu en fait des usines fermées en Espagne, en Allemagne, des usines qui produisent du carrelage, des fenêtres en aluminium, en bois, etc., dont vous avez besoin pour construire vos logements. Et effectivement, ça c'est un impact direct. Et nous, chez GRDF, on a vu en fait une baisse, c'est une baisse de 25% des demandes de raccordement en 2022 par rapport à 2021. Voilà un peu les impacts que je vois sur le logement. Vous voyez, Eric, on avait parlé dans une émission précédente des difficultés d'approvisionnement dans ce qu'on appelait les pénuries de matériaux. C'est lié à ça, quand les usines en Italie ou en Espagne fermaient pour le carrelage.
tout d'un coup, on n'était plus capable Ah ouais. d'être On a fourni. bien compris le système. Ce qui a rallongé encore les délais de construction, etc. C'était assez difficile à gérer. Là, depuis la crise du Covid, dans le logement, c'est assez plaisant, hein. Tous les 6 mois, on a quelque chose d'autre. Mais il y a un peu de ciel bleu quand même, si j'ai bien compris. Il y a un peu de ciel bleu, on va voir peut-être sur la dernière question. Et en l'occurrence, le deuxième point qui est important, c'est cette baisse de raccordement. Ça veut dire quand même qu'on a un marché qui se tasse. Hein, quand on parle de crise énergétique et de crise tout court, c'est qu'on construit moins. Et là, les premiers indicateurs, c'est ça, c'est le nombre de raccordements qui baisse. Mais le nombre de raccordements qui baisse, c'est les constructions dont les permis de construire ont été déjà déposés l'année dernière. Donc c'est déjà une chute lente, ça fait un moment qu'on le dit. Attention, ça arrive, et là on rentre vraiment dedans. Donc il y a forte chance qu'il y ait encore moins de raccordements encore l'année prochaine. Donc j'ai pas dressé un tableau extrêmement glorieux Non, mais réaliste. de l'avenir, mais plutôt réaliste. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à cet hiver. Comment on s'organise là pour passer l'hiver finalement? Alors, je vous l'avais bien dit, hein, c'est comme Netflix, hein, c'est Winter is coming. Donc, comment on va passer l'hiver? Alors, Vous regardez trop la télé, vous. Hein. j'essaye pourtant de limiter. Donc, la première des choses, c'est vraiment la sobriété énergétique. Alors, pour une fois, j'ai tendance à dire, aussi bien les pouvoirs publics, les médias, et même, du coup, l'ensemble de la société a pris au mot ce sujet-là. C'est pas un concept marketing, hein. Je vais vous le prouver tout de suite après. Donc, la première organisation, c'est la sobriété énergétique. Vous savez, quand vous baissez d'1 degré la température de votre chauffage, vous faites une économie de 7%. Donc, sur une facture de chauffage au gaz de 1 000 € à peu près à l'année, je vous laisse faire le calcul. Mais comme Donc, ça va augmenter de 15%, si j'ai bien tout compris, il faudrait baisser de 2 degrés, quoi, pour être à 0. pourquoi pas? Donc, 1 degré, effectivement, c'est le minimum. Si vous pouvez baisser de 2 à 3 degrés, pourquoi pas? La deuxième organisation qu'on a mis en place avec le pouvoir public, AGRDF, c'est en fait l'effacement de clients industriels, de gros clients industriels qui consomment qui ont une certaine consommation en fait importante. Donc, si jamais on a des tensions sur le réseau, on s'est organisé avec les pouvoirs publics pour vraiment actionner ce qu'on appelle le délestage de ces clients-là pour permettre en fait aux particuliers de ne pas les couper. Voilà. Après, il y a un troisième facteur chance, si je puis m'exprimer ainsi, c'est comme l'automne, qu'on ait un hiver doux. Voilà, mais ça, c'est pas. Bon, ça, en l'occurrence, on maîtrise pas trop, hein. Voilà. Ah non, sinon il y a le col roulé. Cédric, Ah a écouté le ministre. Hein. Le ministre a dit col roulé, j'ai mis col roulé. Ouais. Légitimiste. Ok. Terminé. Parfait, merci, c'était très intéressant. On va suivre tout cela de très très près, évidemment, dans Igloo, le Mac de l'habitat, sur topmusic.fr, sur les réseaux sociaux, Igloo on Air, c'est sur Facebook, les plateformes de podcast et la chaîne YouTube. À très vite. Merci beaucoup. Salut.